Je vais mourir pour vous. Au temps de nos ancêtres. Il y avait la paix en Afrique. Au temps de nos aïeux, il y avait la paix. Au temps de nos ancêtres, il y avait la paix en Afrique. Au temps de nos aïeux, il y avait la paix. Mais quand le blême est arrivé, la guerre a commencé. Quand les colons sont arrivés, la guerre a commencé. Quand le blême est arrivé, maman, la guerre a commencé. Quand les colons sont arrivés, la guerre a commencé. Ils sont venus comme des missionnaires, alors qu'ils étaient des mercenaires. Ils ont pillé toutes nos richesses. Bakalaba Ndeba Wandi Bissoti Tanate. Les Blancs pour s'installer en Afrique, ils ont présenté la Bible, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos parents, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos aïeux, et quand nos aïeux se sont divisés au maman, et quand les Ivoiriens Partagez, 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 partagez. et quand les Burundais se sont divisés, S'il vous plaît. et quand les Congolais se sont divisés au Mao. Je suis en train moi-même d'inviter les gens. Je dis bien, les Blancs pour s'installer en Afrique, ils ont présenté la Bible, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos parents, et quand nos parents se sont divisés au maman, et quand les Tchadiens se sont divisés, la guerre au nord, la guerre au sud, oh, la guerre à l'ouest, La guerre à l'ouest. La guerre a commencé. Cameroun, Nigeria, Gabon, Congo, On commence dans 2 minutes. Ça vous laisse le temps de partager. à cause du pétrole, ils ont détruit l'Irak. On vous connaît déjà. Et après, ils nous ont vendu les amours, maman. Ils nous ont vendu les bonbons, maman. Les bébés, ils ont du sol, maman. Les bébés, ils sont la négro. Waouh. Les bébés, les là, sans papier, au bébé, au bébé. Pourtant, nos parents ont combattu pour des blancs. C'est dingue. Pourtant, c'est nos parents qui ont conçu le métro. Pourtant, nos parents ont travaillé pour des blancs. Ils n'avaient ni visa ni passeport. Aujourd'hui, le gars, on me refuse le visa pour voyager. Quelle injustice! Ils appellent nos parents anciens combattants. Qui va dans la détresse et dans la misère. Allez, on n'est que 15 là. Faites un petit effort s'il vous plaît. On est bien cette histoire, anciens combattants. Mais là, on n'a pas peur. Ils ont monté Joya. Contre Douala Mangabel. Ils ont monté Mobutu. Contre Patrice Lumumba. Ils ont monté ton ami. Contre Thomas Sankara. Aujourd'hui, ils montent les mercenaires. Contre Longuet Longuet. Invitez vos gens. Voilà le Toshio. Bamenda. Voilà le Lefimio. Et puis on l'a filmé. Pas de marron, que les mio. Bakara baboni, baboni, taye, biono mande. Bakara baboni, baboni, taye, biono mande. Ils nous ont Ok. On n'est que 14. Oh. Non, c'est pas sérieux les gens. Si vous voulez partagez un peu. Partagez, partagez. Allez, dans 30 secondes, on commence. Moi, je pensais qu'on avait commencé au moins à 50. Les gens disent, oh, Audrey, tu parles bien. Vous venez m'embêter dans mes inbox pour me dire que, oh, vous regardez mes vidéos. Et là, je vois qu'il n'y a que 15 personnes. C'est comment? Il faut qu'on se dépêche parce qu'à 21h, il y a elle chez nous.
Allez, 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 allez. Laissez-moi encore 30 secondes. Le temps que je finisse d'inviter. Et on y va. Allez, allez, on est 28. Faut que ça monte un peu, s'il vous plaît. Mais quelle honte, ça. C'est quelle honte que vous me faites, là. Je finis d'inviter les gens. Allez, on commence à 50. Ok. Ok, salut à tout le monde. C'est Dre Bonny. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On va parler d'un sujet. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Salut Neige. Partagez, s'il vous plaît. On va parler d'un sujet important. Parce que, chers amis, bon, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit ça chez nous. Mais vous savez, à chaque fois que je vois qu'un ministre est nommé et que je vois que dans son village ou quand il rentre dans son village, c'est la joie, c'est la fête, moi, en tant qu'Africain, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué, profondément choqué. J'avais vu ça au Gabon avec Emmanuel Sosé Gondé et j'ai vu ça aussi avec, notamment avec plusieurs, mais notamment avec Jean de Dieu Momo. Je m'explique. André Charlot, tu pars bien haut. On va chercher une pizza pour Ingrid en bas. Et la voisine elle ramène le chargeur à 21h. Ok, merci. Fais un rapport, s'il te plaît. Merci. Fais un rapport, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais que, simplement que, voilà, vous avez, comme moi, constaté un peu ce qui s'est passé quand Jean Momo de Dieu a été nommé. Quand il est rentré dans son village, les gens lui ont fait la fête. On a vu des gens qui étaient contents, qui se réjouissaient. J'avais l'impression que le Cameroun, peut-être quand j'ai vu cette joie-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Cameroun a récupéré la CAN? On m'a dit non. J'ai dit, je sais pas. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le Cameroun finalement a gagné une compétition sportive quelconque? On m'a dit non. Et je me dis, mais qu'est-ce qui justifie que des gens soient en joie au moment où le Cameroun connaît une période économiquement trouble? Simplement, un de leurs fils a été nommé ministre. C'est-à-dire qu'un de leurs fils, qui combattait le système, a décidé de retourner sa veste et de servir ce système-là. Et pour cette raison, les habitants du village de Jean Momo de Dieu, continue à partager, étaient en joie, étaient en liesse. Comme s'il y avait une naissance, comme s'il y avait un mariage, comme s'il y avait une nouvelle qui allait transformer le Cameroun. Eh ben non, c'était simplement qu'il y a eu une nomination. Comme il y en a des milliers au travers du monde. Et ce qui me met vraiment en rogne, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quel est l'intérêt
d'être joyeux parce que votre fils est nominé, si ce n'est espérer des perdièmes, espérer des miettes. Mon problème de Kim, c'est que je vais te bloquer. Voilà, t'es bloqué. Et donc, je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi en Afrique, il y a toujours ce genre d'attitude négative? Ce genre d'attitude qui, quand c'est présenté au monde, nous devenons la risée du monde entier. Je me suis dit, pourquoi? Mais la réponse est simple. La réponse est très simple. La réponse est parce que quelqu'un qui devient ministre, surtout sous ce genre de régime-là, c'est d'abord pour lui une opportunité de s'élever socialement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là-bas et qui est content, tout simplement, de... Oh, c'est rien, c'est la tablette. C'est quelqu'un qui est là et qui est content parce qu'il rentre dans la mangeoire. Il se dit, je vais quitter ma vie misérable, je vais pouvoir avoir un Hummer ou bien un 4x4. Avec un peu de chance même, j'aurai un chauffeur. En gros, mes problèmes financiers sont terminés. En tout cas, le temps du mandat. Parce que quand tu es ministre, surtout en Afrique, tu as ton salaire, mais tu as une capacité de détournement de fonds publics. Puisqu'on sait très bien que nombreux sont les ministres qui ont détourné les fonds au Cameroun. Donc, la perspective de l'argent rend les gens joyeux. La perspective de l'argent rend les gens joyeux. Parce que quand tu es quelqu'un de normal, tu ne réagis pas comme ça quand tu es ministre, devant l'ampleur de la tâche. Et chers amis, vous qui avez l'habitude, je vais te prendre après Raymond Kotta, je vais prendre les autres après, envoyer vos demandes. Chers amis, vous qui avez l'habitude de me suivre, je vais vous emmener dans un pays où les choses se font à peu près correctement. Et on va voir la différence entre quelqu'un qui est nommé chez nous et quelqu'un qui est nommé dans un pays normal. On va revenir un petit peu en arrière et on va voir comment quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Nicolas Hulot, a été nommé ministre et quelle a été la réaction. D'accord? Donc suivez les amis. Ça se passe là. C'est une cause qui nous dépasse, qui est magnifique. En fait, nous menons la bataille de l'esprit. Nous essayons tout simplement de donner du sens au progrès, à notre intelligence. Il vient d'être... C'est quoi, il était nommé ministre de l'écologie? Il vaut bien mieux que son appellation environnement, d'écologie, développement durable. C'est le ministère du futur. L'enjeu écologique, c'est la clé de voûte de la dignité humaine et de la solidarité, et vous en avez intimement conscience. C'est un grand sujet. C'est un sujet éminemment social, éminemment juste, et vous avez toujours, et j'espère que je le ferai aussi, gardé à l'esprit celles et ceux qui aujourd'hui, pendant qu'on parle, sont déjà impactés soit par la raréfaction des ressources, soit par les changements climatiques. Je pense que ça mérite que je vous le remette parce qu'il n'y avait pas le son correctement. Écoutez. C'est une cause qui nous dépasse, qui est magnifique. En fait, nous menons la bataille de l'esprit. Nous essayons tout simplement de donner du sens au progrès, à notre intelligence. Ce ministère, il vaut bien mieux que son appellation environnement, d'écologie, développement durable. C'est le ministère du futur. L'enjeu écologique, c'est la clé de voûte de la dignité humaine et de la solidarité, et vous en avez intimement conscience. C'est un grand sujet. C'est un sujet éminemment social, éminemment juste, et vous avez toujours, et j'espère que je le ferai aussi,
Gardez à l'esprit celles et ceux qui aujourd'hui, pendant qu'on parle, sont déjà impactés soit par la raréfaction des ressources, soit par les changements climatiques. Donc, chers amis, ce que vous venez de voir, c'est quelqu'un qui venait d'être nommé ministre et c'était sa réaction. Dans un pays normal, quelqu'un qui vient d'être nommé ministre prend la mesure de la charge qui l'incombe et prend surtout la mesure des défis auxquels il aura à faire face en tant que ministre, dans l'exercice de ses fonctions. Et je ne vais pas vous dire que Nicolas Hulot était en train de pleurer ou était malheureux. Non, bien sûr qu'il était, flatté, il était content qu'on lui confie cette charge. Mais est-ce que vous voyez le village de ce mec-là en train de fanfaronner, en train d'être en liesse parce qu'il a été nommé? Non. Pourquoi? Mais parce que les gens sont assez intelligents pour savoir que quand tu es ministre, c'est là où tout commence. C'est comme au football. Quand l'entraîneur, quand il fait sa liste, appelle ton nom parmi le 11 de départ, donc tu sais que tu vas jouer. Est-ce que vous voyez dans les vestiaires les joueurs qui sont en joie parce qu'ils savent qu'ils vont disputer la finale? Bien sûr que non, même s'ils sont contents d'avoir été appelés par l'entraîneur. Pourquoi? Parce que même s'ils sont satisfaits et contents, fiers d'avoir été appelés, ils savent très bien que le plus dur reste à venir. Le plus dur, c'est de réussir le match pour pouvoir le gagner. C'est ça le défi. Au-delà d'être appelé pour jouer, c'est de gagner le match. Or, quand tu es nommé, de la même manière que quand tu es appelé par l'entraîneur pour jouer, c'est le début. C'est le début. Tu dois au contraire être concentré. Tu dois avoir la tête froide, la tête sur les épaules. Ce n'est certainement pas le moment de commencer à faire des bains de foule. Ce n'est certainement pas le moment pour les gens de ton village ou de toi-même de commencer à être en liesse. Parce que le défi n'a pas encore été relevé. Le défi n'a pas encore été relevé. Même si tout le monde n'est pas appelé à être ministre, même si c'est un certain prestige, tu restes un serviteur de l'État. Mais la question qui reste à savoir, c'est, seras-tu un bon serviteur? Est-ce que ton passage au ministère les gens garderont un excellent passage de ton ministère? Un excellent souvenir de ton passage dans ce ministère? Vous ne savez pas que les ministres passent? Le pays reste? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qui va rester de ton passage au ministère, de l'œuvre que tu as accomplie en tant que ministre. C'est ça qui compte. Tu peux très bien jouer une finale et passer à côté de ton match. Tu peux très bien jouer une finale et passer à côté de ton match, ou bien que la finale soit perdue. Mais que tu passes à côté de ton match ou que la finale soit perdue, ce qu'on retiendra, c'est la défaite. Donc comment tu peux te réjouir? Comment tu peux être en liesse alors que tu n'as même pas commencé à relever 1/10 du challenge énorme qui se présente devant toi? C'est ce qu'on appelle la bêtise, la bêtise, la bêtise, la bêtise humaine, la bêtise africaine, c'est la bêtise. Et je le dis ici, ce n'est pas parce que je ne cautionne pas toutes les traditions africaines. Les traditions africaines, parce que ça c'est africain, les traditions africaines qui vont à l'encontre de l'entendement, à l'encontre du bon raisonnement, à l'encontre du bon sens, je les condamnerai toujours. Et je ne m'y ferai pas parce que je suis africain. Non.
La bêtise, c'est la bêtise. Qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit asiatique, la bêtise reste la bêtise. Et il y a des choses en Europe qui sont bien, comme il y a des choses en Europe qui sont mauvaises. Et la retenue, en ce cas de figure, la retenue européenne est une chose que nous, Africains, devons apprendre. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a des choses que les Blancs doivent apprendre de nous, dans certains domaines, mais ce genre de conneries, je pense que nous avons beaucoup à apprendre des Européens, et même des Chinois, parce que les Chinois, ils ne vont pas fanfaronner non plus, encore moins, avec le sens de l'honneur que ces gens ont, les Asiatiques ne vont pas fanfaronner quand ils sont nommés ministres. Continuez à partager, s'il vous plaît. Le défi est trop grand. Quand tu es ministre, c'est-à-dire que dans un couloir, tu vas représenter ton pays, tu vas servir ton pays. Ministre, c'est en même temps grand et en même temps, ça peut être petit. Parce que le ministère, tu es un serviteur, c'est-à-dire que tu es un haut fonctionnaire. Oui, ça peut être une tâche honorifique, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le bout du monde. Je vais vous poser une question. Qui connaît le nom du ministre de l'Agriculture du Togo en 1982? Qui connaît le ministre de l'Économie du Bénin en 1989? Qui connaît le ministre, je sais pas moi, le ministre de quoi? Le ministre du Travail du Cameroun en 1985. Les hommes passent. Les hommes passent. Vous vous en rappelez pas? Qui connaît le ministre de l'économie du Burkina Faso en 1977? Qui connaît le ministre des Sports du Togo? Non, pas du Togo, j'ai déjà dit. De la Côte d'Ivoire en 1990. Qui connaît le ministre de l'économie du Congo en 1975? Qui connaît le ministre de la Défense du Gabon en 1979 ou en 1989? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous ne connaissez pas la réponse, moi non plus. C'est pour vous dire que les ministres passent, et si tu n'as pas marqué au fer rouge ton ministère, tu passeras. Tu passeras, point barre, tu passeras. Et ton nom ne restera pas dans les annales de l'histoire. Le ministre de l'économie du Tchad en 2002, c'est qui? Il n'a pas marqué, en tout cas au niveau africain, il n'a pas du tout marqué son ministère. Par contre, il y a des ministres qui ont marqué leur ministère. En France, Jack Lang, tout le monde sait que Jack Lang, ça a été le ministre de la Culture. Parce qu'il a marqué son ministère. C'est parce que quand il a été ministre de la Culture, il a posé des actes qui fait que les Français, c'est-à-dire que son nom est associé à ce ministère-là. Il a gravé son nom. C'est-à-dire que les gens de son village peuvent être fiers. Non pas parce qu'il a été nommé, mais parce qu'il a marqué son ministère. Il a posé des actes pour son pays qui fait que tout le monde sait que Jack Lang a été un grand ministre de la Culture. C'est ça. C'est ça. Et pour quelqu'un comme Jack Lang, ce qui est important, c'est pas qu'il a été nommé, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère. Et Jack Lang, quand il a été nommé ministre de la Culture, est-ce qu'il a fanfaronné? Non, il n'a pas fanfaronné. Mais il a fait mieux. Il a assuré au poste. Il a assuré. Il a marqué le but. Il a marqué le penalty. Et une fois que tu as marqué, une fois que tu as assuré, une fois que ton passage a été remarqué, là maintenant tu peux fanfaronner. Là maintenant quand tu peux rentrer, les gens de ton village peuvent être fiers de toi. Parce que tu as été un exemple, tu as été une valeur sûre, tu as représenté, tu as donné une bonne image. De par les fonctions que tu as occupées
et de par les actes que tu as posés dans le cadre de tes fonctions. Ensuite, tu peux avoir cet élan de satisfaction, cet amour du travail accompli. Tu vois, tu peux te reposer de tes œuvres. On peut maintenant te psalmodier, on peut chanter tes louanges parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On sait que, ah, tu es passé dans ce ministère-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est ça, on dit un homme. C'est ça, on dit un homme. Mais les gens, mon mot de Dieu, vous fanfaronnez. Vous êtes là, vous fanfaronnez et votre ministère sera un fiasco. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez même pas commencé à relever le challenge. Votre nom n'est pas inscrit dans le couloir dans lequel on vous a mis. Vous n'êtes pas une référence. Vous n'êtes pas un exemple encore dans ce couloir et vous fanfaronnez par avance. C'est de la bêtise, c'est de l'immaturité, c'est du manque de respect. C'est déjà dénoté que vous ne méritez même pas ce ministère qu'on vous a donné. Et je suggère que dans les prochains gouvernements, quand ce gouvernement tombera, on interdit ce genre de pratique. Ou qu'en tout cas le président de la République, si jamais il vient constater ce genre de comportement, il puisse sanctionner. Si c'était moi le président, je te nomme ministre et je vois que tu n'as même pas encore commencé le travail et puis que tu commences à parader au milieu des gens de ton village, je te dénomme. Moi qui t'a nommé, je te dénomme. Je te démontre que tu es bête. Tu démontres que tu es un abruti. Oui, allô, bonsoir, Gré. Bonjour Calibri. Bonsoir, comment tu Salut vas? Calibri. Bah, salut, comment tu vas, Gré? Ça va, je te remercie. Euh, Je te remercie, ça va. j'entends ta colère, Gré. C'est, c'est légitime. Et avant de commencer, j'aimerais tirer un coup de chapeau à ces officiers gabonais, n'est-ce pas, qui ont montré en fait le chemin. Parce que du Cameroun, tel que les nominations que la pute camerounaise internationale a pu faire, parce que la vérité, c'est que ce n'est plus M. Biapol qui fait quoi que ce soit au Cameroun. Et il faut qu'on comprenne, que les Camerounais comprennent que c'est grave. C'est grave, en fait. On dénonce tous les jours et les gens nous prennent pour des plaisantins. Mais voilà, c'est la réalité, c'est la crise de réalité. Où est-ce qu'on veut aller avec le Cameroun? Où est-ce qu'on veut aller avec le Cameroun? Est-ce que c'est un signal qu'on veut faire émerger le Cameroun, ou est-ce qu'alors on veut couper le signal? Il faut qu'on essaye de comprendre. Aujourd'hui, vous avez vu des gens qui passent leur temps à longueur de journée à insulter les Bamileke, à tirer sur les Bamileke. Mais j'ai vu ces mêmes gens adouber, comment il s'appelle, Momo. J'ai vu ces mêmes gens l'adouber. En fait, moi, je crois qu'il faut que les Camerounais sachent qu'en réalité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, qu'il n'y a pas, que c'est instrumentalisé. Et arrêtons d'être aussi amorphes comme nous le sommes. Arrêtons. On se bat pour quoi? On se bat pour le bien vivre des Camerounais. On se bat pour la construction Partagez. des infrastructures. On se bat pour que le Camerounais lambda puisse avoir certaines garanties de l'État. Que l'État, par exemple, Ah, on dirait qu'il y a un problème de réseau. Bon, Calibri relance. Et puis, Ramon Kota. Ramon Kota, envoie ta demande parce que je t'avais dit que je te prenais. Je vois pas ta demande. Donc relance ta demande, s'il te plaît. Et puis je te prends en direct. Parce que tu as demandé tu as envoyé ta demande avant tout le monde. Continue à partager, s'il vous plaît. J'essaie de pas trop être trop long parce que je sais qu'il y a le direct de mon frère Elle chez nous à 21h. Donc essayez de partager pour que un maximum de personnes. Ouais, renvoie à Calibri. Renvoie. On a été coupé parce que ça buguait. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'arrive pas à te prendre. Quoi aller, j'arrive pas à te prendre.
Attendez, je vais essayer de voir par rapport à Calibri. Ouais, ça bug un peu. Voilà, désolé, vous savez, Ouais. il y a quelqu'un qui m'appelait là, et comme c'était pas, je suis sur le téléphone de quelqu'un en fait. Voilà, je disais qu'il faut qu'on réfléchisse. L'heure est très grave. L'heure est tellement grave au Cameroun que si nous ne prenons pas des précautions, le Cameroun va sombrer et très mal sombrer. Je vais vous dire une chose, il faut qu'on sache une chose, et une chose essentielle, c'est que si on reste à mort, si on reste les bras croisés, après Biya, ce serait Biya. Et on va être dans un Cameroun où ce serait même le fantôme ou je dirais le cadavre de Biya qui va gouverner. Parce qu'on va vous poser quelqu'un qui est déjà mort, enterré depuis longtemps, et d'autres personnes vont continuer à diriger, à gouverner le Cameroun comme si Biya était en vie. J'ai pas besoin de voir ce Cameroun. J'ai pas besoin de voir ce Cameroun. Et voir encore que les Camerounais jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris qu'il est nécessaire de faire une révolution, mais une vraie révolution, pas une révolution, non, une La vraie belle, révolution. excuse-moi, la belle, non, on fait pas. On fait pas. Quand on est nommé ministre, ta famille peut être content pour toi et te félicite en Mais privé, mais on fait pas en public quand on est nommé ministre, ça n'existe pas ça. Mais il faut être un peu con pour croire à certaines choses. Il faut être con pour croire que quand on est nommé ministre, c'est forcément une fête. Mais c'est quelle mentalité qu'on a? C'est quelle façon de réfléchir rétrograde qu'on a? Un ministre même doit même pas être content d'être ministre, en fait, en public. Il doit être content dans son cœur parce qu'il a assisté à une nomination. Mais un ministre doit dire, mais comment je vais faire pour ne pas échouer? C'est ça qu'un ministre, quand on le nomme, c'est la Voilà. première des choses qu'il doit avoir dans sa tête. Mais comment je vais faire pour ne pas échouer? Qu'est-ce qui m'attend? C'est comme si tu es nommé joueur dans une finale de Coupe du Monde. Parce que C'est la même Gréboni, chose. Ou dans une finale de Coupe d'Europe. Gréboni, c'est quelque chose qui va dans un pays normal, qui va le suivre toute sa vie. S'il échoue dans son ministère, il ne pourra plus jamais avoir un poste de ce genre. Alors le mec qui se dit, il faut que je me mette au travail, même avant d'atterrir dans son bureau, même avant les passations de service, le gars, il n'est pas reconnaissable. Il est plongé, il se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? C'est à ça qu'un ministre, un vrai ministre pense. Exactement. Mais ça, tu vois, ça, Calibri, c'est quand tu as l'amour profond de ton pays. Quand tu as l'amour de ton pays, tu as l'amour de la tâche bien faite. Tu peux pas fanfaronner, dehors, ouais, je suis content. Ça n'existe pas quand tu es quelqu'un qui a à cœur de remplir ta tâche. Tu peux pas être comme ça. C'est comme si tu vois un joueur parce qu'il sait qu'il va jouer la finale de la CAN, tu le vois, il fanfaronne, il est content parce qu'il est dans le 11. Ça n'existe pas. C'est Ça n'existe quand pas. tu as vaincu, Gré, quand tu as gagné. Oui. Gré, tu vois, il y a une époque où le Camerounais ne voulait même pas être fonctionnaire. Parce que être fonctionnaire au Cameroun était synonyme de problème entre guillemets. Parce que le gars savait que si je détourne 1 euro ou je détourne 1000 francs, je suis mort. Il y a un moment au Cameroun où être ministre, c'était une fonction, mais franchement, il fallait avoir le cran pour l'accepter parce que tu savais très bien que Aïdjo ne te ferait pas de cadeau si tu détournes 1 franc de l'État. Personne, tu ne pouvais pas voir à cette époque. Moi, mon père en a connu plusieurs. De chez nous en Konsamba, c'était la maison où tous ces gens-là venaient vivre. De chez nous en Konsamba, chez mon grand-père. Ben, je vous dis, mon père me dit qu'à cette époque-là, il n'y a pas très longtemps encore, il me dit qu'à cette époque-là, quand on nommait quelqu'un ministre, il pleurait. Il pleurait parce qu'il savait qu'il Mmh, n'avait pas droit à mmh, l'erreur. Parce qu'il savait que le président Aïdjo était mmh. rigoureux. Il le savait. Aïdjo n'était pas un démocrate, mais c'était quelqu'un qui avait l'amour de son pays. Paul Kagame, ce n'est pas un démocrate, mais il a l'amour de son pays. Et les Rwandais vivent 1000 fois mieux que les Camerounais. Comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'au Cameroun, on puisse vivre comme les Rwandais ou 1000 fois mieux que les Rwandais? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé à faire une comparaison entre le Cameroun, grand pays industrialisé en 80, et le Rwanda, tout petit pays qui n'était rien, même sur l'échiquier géopolitique en Afrique. Mais aujourd'hui, le Rwanda, il est devant, le Cameroun, il est derrière. Bientôt, il n'y aura plus de salaire. Les caisses de l'État du Cameroun Ouais, sont vides, archi vides. c'est La ça, Chine, c'est la ça. Chine même, qui a donné des milliards et des milliards au Cameroun, aujourd'hui tourne le dos au Cameroun. Il attend que le Cameroun lui paye. Mmh. Et comment est-ce que le Cameroun va faire pour payer la Chine? On va encore vous piller, on va encore brader tout ce qu'on a à brader,
pour les autres. Et tous les Camerounais vont toujours rester les bras croisés, attendre que Dieu appelle Biya. Mais si vous croyez que la mort de Biya va changer un seul iota sur l'histoire du Cameroun, si vous ne vous levez pas, je vous dis que vous vous trompez. Vous vous trompez. Aucun politicien ne va changer vos affaires. Aucun. À l'heure actuelle des choses, il y a des politiciens qui viendront faire des grandes choses au Cameroun, mais à l'heure actuelle des choses, à l'état actuel des choses, nous avons besoin de la population, de l'adhésion massive des populations. Je vais vous dire une chose. Pourquoi le coup Merci, d'État Calibré. a échoué au Gabon? Parce que les gens sont restés chez eux. Parce que les gens, ils ont croisé les bras chez eux. Ils ont attendu. Les militaires, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont appelé la population et elle n'a pas répondu présente. Mais c'est la même population qui te dit que Ali Bongo est mauvais, Ali Bongo est ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a en Afrique centrale? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique centrale? Pourquoi le Rwanda est comme le Rwanda est où il est aujourd'hui? C'est parce que des gens ont osé. Je peux vous jurer que si c'était le président ou c'est Arabi Mianou, c'est qui qu'on a tué son avion, qu'on a fait exploser son avion, si c'était lui qui était encore au pouvoir, Ouais. je ne peux pas vous dire que le Rwanda serait ce que le Rwanda est aujourd'hui. Je ne peux pas vous garantir. C'est parce qu'à un moment, on a vu que Il y a ça une n'allait pas. rigueur au Rwanda aujourd'hui. À un moment, on a vu que ça n'allait Ouais, pas. il y a une rigueur, il y a une rigueur. Aïdjo n'était pas démocrate, mais le Cameroun, en 80, quand Mais il y avait Biya une rigueur. il y avait une rigueur et le Cameroun était hissé au rang des grandes nations. Allez regarder toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à l'Occident, mais c'est que des belles villas. C'est que des. Aïdjo avait une vision très grande pour le Cameroun. Et personne ne pouvait parler au Moi, je le dis Cameroun comme toujours, on parle aujourd'hui. je suis pas pro Aïdjo parce que je suis un UP6 dans l'âme, mais il faut reconnaître qu'il y avait une rigueur. Et au niveau de la gestion, ça n'avait rien à voir. Ça, c'est un truc. De toute manière, on le sait. Tu vois, donc, moi, je pense que la pire des choses, c'est qu'il nous a légué bien. Mais en tout cas, Calibri, S'il merci te plaît, beaucoup. avant de partir, parce qu'il Oui. y a des petits fanfarons qui sont en train de croire qu'ils peuvent faire impunément les choses sans que nous nous levons le petit doigt. Moi, je vais vous dire, vous avez vu le reportage de Eric Golf comment ça s'appelle, lors du concert de Bendeka, où il a dit enfin la brigade Sadina donne l'assaut. Nous avons donné l'assaut à ce concert-là. Moi, je vais appeler tous les promoteurs culturels, je dis bien tous les promoteurs culturels camerounais, à faire très attention. Faites très attention. Rapprochez-vous de ceux qui ont organisé depuis le boycott, de ceux qui ont fait jouer les artistes avant vous. Rapprochez-vous d'eux, qu'ils vous donnent le bilan de toutes les soirées qu'ils ont fait. Si un seul va vous dire qu'il a été gagnant, alors celui-là, c'est un gros cul de menteur. C'est un gros sac de menteur, c'est un mythe. Il n'y a aucun qui va vous dire qu'il a pu entrer dans ses frais. Aucun n'est entré dans ses frais. Le 8 mars approche et vous allez nous tenter de pain de 8 mars dans vos soirées. Si vous ne faites pas une affiche dans laquelle vous précisez très bien que nous ne voulons pas voir de pain de 8 mars, si vous invitez un seul artiste boycotté, un seul artiste blacklisté, un des artistes qui a joué lors de la clôture de la campagne de ce despote qui tue le Cameroun, tentez d'inviter un seul artiste. Je vous jure, je vous le jure devant tous les Camerounais qui nous regardent, que nous allons monter de 2 crans et aucune soirée camerounaise ne va plus être faite en Europe. Ça, je peux vous assurer. Je peux vous assurer que cette fois-ci, ce ne serait plus seulement les chants, mais nous allons passer à la vitesse supérieure. On va se retrouver avec vous dans des situations où plus jamais, je vous jure que c'est la préfecture qui va maintenant refuser toutes les soirées africaines et camerounaises. Moi, je n'ai rien à foutre de personne camerounaise. Où vous allez respecter le peuple camerounais qui souffre dans sa chair, ou alors nous allons faire fermer vos activités. Ça, c'est sûr, ça, il n'y a plus de blagues là-dessus. Le temps de la diversion est passé. Et ne croyez pas que tout ce qui se passe à travers les brigades anti-Sardina, que ça va nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Ça ne pourra pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Merci Grey. Et pour dire un dernier coup que Camerounais, il n'y a pas de tribalisme dans le Cameroun que je connais. Il n'y a pas de tribalisme dans l'Afrique en miniature qu'est le Cameroun. Soyons unis et si jamais, et ça va se passer,
ce qui se passe, ce qui s'est passé au Gabon se produit au Cameroun, n'hésitez pas à rester chez vous. N'attendez pas, ça ne tombera jamais du ciel. Non, la victoire, il y a une vidéo de Calice Beyala qui circule aujourd'hui sur la toile. Il y a encore quelques années, elle disait aux Camerounais que la victoire ne se donne pas, elle s'arrache et elle n'a pas tort. Aujourd'hui, elle fait les salamalek à Biapo et Saban, mais il y a quelques jours, elle vous disait la vérité. Partagez. La vérité, On n'a pas de son. comment le pouvoir ne s'arrache, ne se donne pas, ça s'arrache. Et S'arrache. Camerounais, arrachons le pouvoir. Nous avons ce devoir de restaurer la grandeur du Cameroun. Et ce n'est pas avec cette équipe. Les gens vous ont volé 3 000 milliards, on les a plutôt récompensés. Les gens vous ont pris de l'argent pour aller acheter des ordinateurs qui coûtent en réalité 50 000 francs CFA et ils l'ont vendu à l'État à 150 000 francs CFA. On les a plutôt récompensés. Ça veut dire à suffisance que Biya n'a rien à cirer de vos situations. Il n'a rien à cirer que vous mourrez dans les hôpitaux ou que vous mourrez dans les routes. Il s'embrale complètement. Biya Paul, il paraît que tu viens le 13. Mais vas-y, viens le 13. Nous, on t'attend. Merci Gréboni. Partagez la vidéo. Et nous sommes focus sur notre objectif. C'est de faire chuter ce régime. Et ce régime va tomber. Ça, on peut vous assurer. Ce régime tombera. Merci Gréboni. Et bonne soirée à tout le monde. C'est fut un plaisir pour moi. Salut. Ciao. Donc, voilà, Calibri, vous avez entendu le message. Hein. Je n'ai pas besoin de le commenter. Donc, tout ça pour vous dire que, chers amis africains, il faut que dans notre manière de faire la politique, nous changions. Il faut que dans notre manière d'apprécier la politique, nous n'apprécions plus la politique et que nous ne désirions plus être ministres par rapport à la perspective qu'il y a de se servir, mais que nous aspirions à cette tâche noble par rapport à la perspective qu'il y a de servir. Qu'il y a de servir. Je te prends tout de suite en espérant que ça aille. Quoi l'est. Donc c'est ça. À partir du moment où on est toujours à vouloir se servir, ça donnera ce que ça donne. Nous t'écoutons, mon frère. Sois salué, bonsoir à toi. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, André. Pour ne pas être long, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand on fait face à un problème ou une maladie, le plus important, c'est de comprendre la cause, la racine de la maladie. Et moi, selon le thème de ce soir, la racine de la maladie que tu exposes ce soir, c'est la pauvreté. Le régime d'IA et tous ceux qui sont avec lui se sont rassurés que le peuple camerounais soit si pauvre, si appauvri. Parce que quand un homme est appauvri, quand un peuple, une population est appauvrie, premièrement, cette population vit de l'espoir. La réalité est trop rude et grise que c'est l'espoir en fait. Elle s'imagine. Tu vois que quand on nomme un ministre, les gens, ce n'est pas la réalité qu'ils regardent. Ce n'est pas que le ministre a travaillé. Ce n'est pas que le ministre a produit. Mais on espère. On commence à se réjouir des espérances. On commence à se réjouir des espérances que peut-être il va nous apporter le salut, peut-être il va nous apporter le changement, peut-être il va sauver le village, peut-être. Pourquoi? Parce que la réalité est tellement crue et amère que le pauvre se réjouit en général des projections de l'imagination. Il ne peut pas se réjouir de la réalité. Parce que s'il regarde la réalité, personne ne peut être content ou personne ne peut être aussi joyeux, crier, non. Donc, la cause fondamentale de ces comportements, c'est la misère dans laquelle les gens sont mis. Et dans cette misère, on nous a mis dans un état psychologique où la fin justifie les moyens. Au Cameroun, quand vous êtes, si peut-être tu as fait des études et que tu es docteur, mais que ton boulot ne te ramène pas assez d'argent pour le village,
c'est le garçon qui ramène l'argent ou la personne qui a beaucoup plus d'argent qu'on adulte, en fait. On ne veut pas savoir comment il gagne son argent. Pourvu qu'il a de l'argent, pourvu qu'il nous fasse manger, pourvu qu'il nous rapporte les sacs de riz, pourvu qu'il nous construise les maisons, même s'il est en train de tuer, piller pour ça. C'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce que ça rapporte? Ça, c'est la psychologie de la pauvreté. Et un autre truc, c'est quoi? C'est que le pauvre n'a pas d'un grand objectif. Le pauvre n'a pas de grands objectifs. L'objectif du pauvre, c'est de manger. Il cherche d'abord à survivre. Et on a mis les Camerounais dans une étape de pauvreté où ils ne peuvent pas avoir de grands objectifs. Tu disais tout à l'heure qu'on devrait attendre que la personne, normalement dans les pays développés où les gens ont de quoi manger, les gens ont de quoi vivre, les gens ont vraiment les choses de base, on a d'autres objectifs. L'objectif du ministre là-bas, c'est de réaliser comment je peux dire, la responsabilité qui lui est incombée. Mais chez les pauvres, le pauvre, son objectif, c'est manger. Il ne voit pas plus loin que ça. Donc, quand on nomme un pauvre ou bien un homme qui vit dans la pauvreté, il n'a pas de grand rêve. Et son rêve, ce n'est pas construire des écoles. Son rêve, ce n'est pas réaliser le bien-être de tout le monde. Non, son rêve, c'est manger. Donc, quand on te nomme ministre, en général, ton objectif est atteint. Continue de partager. Hein. Ton objectif est atteint. Ils atteignent leurs objectifs dès qu'ils sont nommés. Il n'y a plus rien après. Voilà pourquoi quand ils sont nommés, après, vous ne voyez plus rien. Puisqu'un pauvre n'a pas de grand rêve, un pauvre n'a pas de vision, un pauvre ne sait que manger, il n'a que besoin de manger pour survivre. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté dans laquelle ces dirigeants les ont mis. Kouale, je pense que le message est très très bien passé. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à toi. Merci. Le message est très très bien passé. Ok, merci. On espère que le Cameroun sortira de cette pauvreté mentale, cette pauvreté d'esprit. Ok. Un jour. Ok, donc bonne beaucoup. soirée. Ok, beaucoup de courage à nous tous, quoi. Merci, mon gars. Excellente intervention de mon ami et frère Kouale. La pauvreté d'esprit. Et c'est pour ça que je rêve d'un Cameroun où cette pauvreté d'esprit laisse place à l'ambition, laisse place à l'esprit de responsabilité. Parce que c'est ça que nous observons chez les autres. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous aurons, que le pays va décoller. Ce n'est qu'à ce prix-là que... Parce qu'on peut avoir un grand président, mais un grand président a besoin d'avoir des grands ministres. Un grand président a besoin d'avoir des grands ministres. Parce que les ministres accompagnent l'action du président. Et ce dont je rêve pour le Cameroun, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un grand président. Quelqu'un qui sent quand il s'assoit à côté de Poutine, les gens savent que le gars est là. Que si Poutine dit A, lui, il a les couilles de dire B, et que s'il dit B, les gens disent, ah, Poutine, oui, t'as dit A, mais le président du Cameroun a dit B. On fait comment? C'est ça. Mais j'ai pas assez dit, ou j'ai trop rarement dit, que je rêve d'un Cameroun où les ministres soient à la hauteur. Des gens qui soient à la hauteur de la tâche. Des gens qui sont là pour servir. Des gens qui ont le goût du challenge. Qui ne sont pas là uniquement pour bouffer, ou qui ne sont même pas là pour bouffer. Des gens qui ont qui prennent leur tâche à bras le corps, qui ont vraiment à cœur de réussir leur mission. Des gens pour lesquels le fait de réussir est plus important que le simple fait d'être nommé. C'est de ce Cameroun-là que je rêve. Et ce Cameroun ressemble à quelque chose près, ce Cameroun dont je rêve, à ça. Je vous laisse regarder. C'est à vous, désormais, Monsieur le Ministre, cher Christophe, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Laurent, qu'il revient de diriger le ministère de l'Intérieur en étant à la fois pénétré par l'importance des enjeux
en termes de sécurité et en ayant à chaque instant la volonté d'être à la hauteur de la tâche. Et je suis certain que vous êtes parfaitement armés et totalement déterminés pour faire face à cette mission. Au moment d'accepter cette proposition, on s'interroge. On s'interroge sur la responsabilité qui est celle du ministre de l'Intérieur. On s'interroge sur la capacité à assumer cette fonction. Et très vite, on se rassure. On se rassure parce que ce ministère est à la tête de 300 000 femmes, hommes, totalement engagés. Et cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés. Nous le porterons grâce à vous. Moi, je suis pas pro-Castaner, hein. Ça, ce sont des gens qui ont compris que la France a un certain standing au travers du monde et que quand on les appelle, c'est pas pour aller fanfaronner dans leur village. Quand on les appelle, c'est pour être à la hauteur de la tâche. Quand vous regardez ce petit moment, c'est cette petite minute de solennalité, d'instant solennel, cet instant de symbolique, vous comprenez pourquoi la France est un grand pays. Vous le comprenez. Vous dites, ah oui, ces gens-là ne sont pas venus pour blaguer. Et vous pensez que ces gens-là, quand ils vont dans leur village, le même jour, vous pensez qu'il est parti fanfaronner? Vous pensez qu'il était parti en liesse ce jour-là où il a été nommé? Parce qu'il a compris que l'enjeu est beaucoup trop élevé. Il a compris la hauteur, la profondeur, la densité de la tâche. Il a compris. Il va être ministre de l'Intérieur d'un grand pays qui est la France. Il n'est pas là pour blaguer. Il n'est pas là pour détourner. Il n'est pas là pour se servir. Il n'est pas là pour se servir. Il est là pour servir. Il est là pour être à la hauteur. Il est là pour être performant. Il est là pour qu'on puisse dire qu'il a été compétent là où on l'a nommé. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous le remettre. Désormais, Monsieur le ministre, cher Christophe, Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, qu'il revient de diriger le ministère de l'Intérieur en étant à la fois pénétré par l'importance des enjeux en termes de sécurité et en ayant à chaque instant la volonté d'être à la hauteur de la tâche. Et je suis certain que vous êtes parfaitement armés et totalement déterminés pour faire face à cette mission. Au moment d'accepter cette proposition, on s'interroge. On s'interroge sur la responsabilité qui est celle du ministre de l'Intérieur. On s'interroge sur la capacité à assumer cette fonction. Et très vite, on se rassure. On se rassure parce que ce ministère est à la tête de 300 000 femmes, hommes, totalement engagés. Et cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés. Nous le porterons grâce à vous. Je vais chuter cette vidéo en vous disant que dans la vie, il n'y a pas de secret pour avoir le succès. Les grands pays qu'on observe, ceux qui décident pour le monde entier, ceux qui décident pour nous, parfois qui sera président, qui ne sera pas président. Ces pays qui vont au Gabon, se mêler de ce qui ne les regarde pas.
ceux qui sont les arbitres, ceux qui définissent les règles du jeu pour le monde entier. Ces pays-là n'ont pas de secret. Le secret, c'est le travail. Le secret, c'est l'abnégation. C'est le sérieux dans ce que vous faites. Qui, au bout du bout, fera de vous une nation qui commandera les autres, qui placera ou qui enlèvera les présidents, qui cautionnera ou qui combattra les coups d'État qui ne les concernent pas, qui décidera sur quel on doit envoyer les bombes et sur quel on ne doit pas les envoyer. Le secret, c'est le sérieux, c'est le travail, c'est la dévotion à la tâche. Et c'est ce que ces pays-là ont compris par rapport aux nôtres, où ceux qui sont nommés sont des grands enfants, sont des plaisantins, sont des ânes battés. Je souhaite un Cameroun nouveau, avec des habitudes nouvelles, avec des hommes nouveaux, des gens qui ont le goût du challenge, des gens qui veulent rattraper la France, qui veulent rattraper les États-Unis, qui veulent rattraper la Russie, qui veulent rattraper la Chine. Mais nous ne rattraperons ces pays-là que si nous nous mettons au diapason jusque dans notre manière de penser. Il faut que nous changions notre manière de fonctionner à l'intérieur de nous-mêmes si nous voulons atteindre le niveau de ces pays. Sans cela, nous resterons à jamais derrière. Nous resterons les derniers des derniers des derniers. C'est pour ça qu'il faut que ce régime et tous ceux qui l'ont servi soient dégagés. Et que nous fassions place nette pour des Camerounais nouveaux. Mus par un rêve nouveau, prêts à mouiller le maillot, à donner la poitrine, à sacrifier tout leur temps, toute leur énergie, à travailler d'arrache-pied pour hisser le Cameroun parmi les plus hautes nations. Nous avons les cerveaux, nous avons les ingénieurs, les docteurs, mais est-ce que nous avons la mentale, c'est-à-dire cet esprit de responsabilité qui fait que tu préfères le travail à l'amusement, que tu préfères te tuer à la tâche pour que les caisses de l'État soient remplies plutôt que ton propre compte en banque. C'est là. Maurice Kamto a dit la résistance c'est dans la tête, l'émergence et le développement c'est dans la tête. Et il faut trouver des gens pour le Cameroun de demain qui sont prêts à ce que ce soit dans la tête. Je vous ai montré. Et des scènes comme je vous ai montré, je peux vous en montrer des milliers. Si vous voulez, je peux vous emmener en Chine, où vous allez voir le côté martial de la nomination d'un ministre. Mais on n'a plus le temps parce qu'elle, chez nous, doit commencer. Et puis il y a ma soeur aussi, Stella, qui doit commencer. Donc, chers amis, chers frères camerounais, si nous voulons un nouveau Cameroun, si nous voulons un pays prospère, il va falloir que ceux qui nous gouvernent changent. Il va falloir qu'ils changent et qu'ils prennent le train en marche. Et si ceux-là ne veulent pas changer, il va falloir que nous sortions, nous les virions à coups de pied dans les fesses et que nous mettions des gens capables d'opérer ce changement. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Et ceux qui aspirent à cette tâche noble demain, dans le Cameroun libre, dans le Cameroun nouveau, je vous en supplie,
commencer à méditer, commencer à réfléchir sur ces questions-là parce qu'on a besoin d'un changement de mentalité si on veut que ce pays s'en sorte un jour. C'était Dre Boni pour les Camerounais. Nous sommes ensemble. Wata na Wata. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.